C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Tour de table. Salut Romain. Salut Arnaud, ça va? Ça va super. Je suis ravi de t'avoir parce que on a eu Arthur il y a pas longtemps dans ce podcast qui nous a chaudement parlé de toi et il m'a dit putain si tu peux avoir Romain ça serait trop bien et bah t'as été hyper accessible et t'as répondu direct et du coup on enregistre l'épisode rapidement et ça j'apprécie beaucoup. Surtout parce que je sais tout ce que t'as fait et du coup j'ai hâte qu'on en parle et je pense que tu vas faire partie des épisodes où je vais avoir des questions après. Les gens vont venir me poser des questions et vouloir en savoir plus. Du coup, maintenant, tu as monté un nouveau fonds depuis quelques années. Ça fait plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises, que tu as monté ce nouveau fonds. 2021, ouais. Ça s'appelle Teampact. Est-ce que tu peux nous le pitcher en 15 secondes? Côté Impact, on investit sur les sujets de climat et santé. On essaye d'identifier les boîtes qui sont les meilleures au monde pour attirer, retenir et faire grandir les gens. Et on utilise le meilleur du sport de haut niveau, et donc en particulier des athlètes de haut niveau, pour essayer d'amener justement les boîtes à devenir encore meilleures et meilleures sur ces sujets d'attirer, retenir et faire grandir les gens. Ok. Comment tu fais ça sur la partie santé, je le vois bien, et sur la partie climat avec les athlètes de haut niveau, c'est plus pour la réputation? En fait, c'est indépendant du sujet d'activité de la boîte. C'est juste que les athlètes euh, ont, ont des soft skills, ont, dans leur carrière, appris euh, et sont parmi les meilleurs au monde sur les sujets de performance individuelle et de performance collective. C'est ça qu'on veut qu'ils amènent aux entrepreneurs qu'on finance et qu'on accompagne. Ok. On va parler un peu de ça après, cette thèse et du coup ce côté un peu nouveau. Je sais qu'Arthur a fait partie de TLPs, il a mis un ticket chez toi comme il nous disait dans l'épisode précédent. Comment t'en es arrivé à créer Teampact? Il me semble que c'est pas ton premier fonds d'investissement. T'as créé quoi avant du coup? Alors, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice effectivement d'un fonds précédemment, donc en 2010. On a créé Caporn, chez qui j'ai passé 11 ans. Euh, et on investit Caporn, euh, les, les- les grandes caractéristiques, enfin les éléments notables de Caporn, c'est un modèle qui investit exclusivement sur des sujets de B2B, avec une forte préférence sur du B2B software enterprise, donc des softwares vendus à des très grands comptes. Et l'autre élément un peu caractéristique, c'est une base d'investisseurs, principalement des grands dirigeants, et une base d'investisseurs qu'on a au fil du temps réussi à leverager pour justement servir le portefeuille sur un axe particulier qui est la réduction des cycles de vente, l'ouverture de portes. Quand tu fais du software enterprise, ton sujet c'est de vendre à des grands groupes, et pour vendre à des grands groupes, euh, ça va plus vite quand on te donne un accès à des gens qui prennent des décisions. Ça c'est l'intelligence que j'aime bien dans les fonds d'investissement qui se contentent pas de mettre des tickets, mais qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut faire grossir ces tickets plus vite. Le Mm. principe, il est génial. TLPs qui ont mis des tickets dans les boîtes sont les mecs qui potentiellement vont ouvrir les portes pour aller signer le contrat pour cette boîte-là. Et du coup, ça, c'est sûr que c'est un accélérateur assez fort. Vous aviez choisi une verticale marché chez Caporn ou alors petit à petit, ça s'est diversifié au gré des LPs que vous rencontriez ou au contraire, vous êtes spécialisé plutôt, tu vois, sur un type de marché ou un type de logiciel B2B enterprise. Non, non, B2B enterprise, c'est quand même déjà relativement étroit, hein. Il y a pas, surtout en Europe, il n'y a pas énormément de boîtes qui se sont illustrées sur ces sujets enterprise. C'est Ouais, il y a peu de gens qui savent bien faire ça en Europe. Ouais, Et c'était donc, déjà assez niche. ouais, en fait, c'est déjà assez étroit. Euh, et donc, non, c'était vraiment ça notre créneau principal. Après, bah, comme toute stratégie, les frontières sont toujours un peu floues. Tu vois, où est-ce que ça commence l'enterprise, où est-ce que ça s'arrête? Et puis, est-ce que de temps en temps, tu peux regarder une boîte où au moment où tu investis, elle est peut-être pas encore tout à fait là, mais tu vois clairement que c'est là qu'ils veulent aller et tu veux les aider dessus. Donc, en fait, évidemment, le scope est un peu plus large que que ça, qu'on peut le dire. Et puis après, bah, de la même façon, tu vois, on a investi chez Ledger, typiquement, avec Caporn, parce que
au moment où on investit. Donc c'était tour de série A, c'était avant que ça explose, hein, et on a investi sur justement la logique de Ledger d'ouvrir et de parier très fort sur leur activité B2B. Bon, dans les faits, le B2C a tellement explosé qu'en fait, c'est un plan qui a mis beaucoup plus de temps à arriver. Je crois qu'ils ont lancé les vrais portefeuilles grands comptes qui vendaient aux banques et aux asset managers, etc. Et ils ont sorti peut-être il y a un an ou deux, donc très très en retard par rapport à ce qui était prévu au moment où nous on fait le chèque. Donc tu vois, Ouais. de temps en temps, bah, c'est aussi les aléas de la startup, quoi. T'investis dans un truc et après ça change. Et je pense que dans le portefeuille, il y en avait plusieurs qui, au moment où on investit, étaient dans ce qu'on pensait être. Et puis après, au fil des aléas, ont évolué. Ouais. Cap Horn, c'était la première fois que tu montais un fonds d'investissement ou tu avais déjà eu fait tes armes avant ou c'était le premier fonds que tu montais? Oui, oui, alors, oui, d'une part, première fois que je participe à la création d'un fonds. Et puis moi, à cette époque-là, j'ai 25 ans. Et donc, tu vois, je fais partie de l'équipe fondatrice, mais pas au même titre que les quatre autres associés à l'époque. Alors, dont à la fin, on n'était plus que deux, hein, euh, mais pas au même titre, tu vois, pas avec le même engagement financier, pas avec le même rôle. Euh, Tu vois, Guillaume Dupont, avec qui on a fini l'aventure Caparn quand on l'a vendu, c'est un X Stanford qui avait déjà presque 10 ans de VC dans les pattes. Évidemment pas avec les mêmes rôles. Et moi, chez Caparn, mon rôle au début était très orienté sur la construction des outils. Enfin, d'une part, un côté très couteau suisse, faire tout ce qui devait être fait, et beaucoup, effectivement, construction des outils pour délivrer cette promesse justement d'utiliser nos LP, mais utiliser tes LP, si t'es pas capable de prouver que ça marche, ça sert à rien. Donc il y a un vrai sujet de tracking, de KPI, de dashboarding et de remontée d'infos, etc. Donc moi, pendant les 2, 3 premières années, j'ai fait quasi exclusivement cette partie construire notre stack, avec en parallèle bah, toute la logique que font tous les jeunes dans des fonds, quoi, de faire des études de marché, de faire des premiers rendez-vous, de faire du sourcing, d'aller à des events, de faire le cake, quoi. Mais, mais la valeur ajoutée était vraiment sur cette construction d'outils et j'ai la prétention de croire que ça nous a bien aidé parce qu'on a levé un deuxième fonds de 130 millions en 2016, beaucoup a priori sur cette innovation-là. Ouais. Sur le fait que du coup votre méthode et votre suivi il marchait et que du coup ça On vous était aviez capable comment? de prouver la valeur ajoutée des LP sur la valeur du portefeuille. Oui. Ok. Du coup ce fonds il s'est arrêté en 2011. C'est pas Euh, arrêté, il, il a été vendu, mais il continue. pardon, il a été vendu. Pourquoi vous l'avez vendu? Écoute, c'est une analyse que j'aurais du mal à faire tout seul. Euh, Moi, encore une fois, j'étais actionnaire, mais pas majoritaire. C'est une décision qui a quand même été prise assez individuellement par Guillaume. Et je pense que c'était, enfin, ouais, à ce moment-là, quand on en a parlé, ça me paraissait une bonne idée. Et avec le recul, une très bonne idée, puisque bah, moi maintenant j'ai créé Impact et je suis très content d'avoir fait ça. Euh, mais après, écoute, certain nombre de facteurs sont rentrés en compte, facteurs macro, dynamique de l'entreprise, opportunités, relations avec les LP, plein de choses qui sont entrées en jeu et qui ont fait qu'à un moment donné, entre une option et une autre, il a choisi celle-là et on s'est aligné là-dessus. Ouais, ça serait, je sais pas si ça serait très utile et je pense que ça serait beaucoup trop long d'essayer d'aller faire l'analyse complète de ça. Donc voilà. Ok. C'est la vie d'une boîte, quoi. Des fois, enfin, de toute façon, les exits, c'est toujours un choix à un moment T J'ai- et ça peut Mais du coup être, c'est un choix que tu as pu subir, j'ai l'impression, de par ta position capitalistique, même si jamais tu n'étais pas forcément contre. Et du coup, direct après, tu t'es dit, je vais monter un nouveau fonds.
Comment ça s'est passé du Bah, coup la, en la fait, suite? je l'ai pas tant subi que ça parce que justement, alors moi j'ai une attitude dans l'entreprise. Euh, j'ai jamais négocié un salaire, j'ai jamais. Enfin, je suis d'une fidélité d'ailleurs, que ce soit en amitié, en entreprise ou en amour. Enfin, je suis d'une fidélité totale. C'est même pas des choses que j'envisage. Et parfois, je sais très bien que j'ai tort, hein, mais voilà, je suis quelqu'un de principe. Donc, et donc chez Caporn, j'ai toujours été extrêmement fidèle. Et à tel point que sur la fin de Caporn, j'avais commencé à construire Teampact d'une certaine manière avec Benjamin Kayser et Basile, etc. Mais au tout début, c'était vraiment avec Ben. Avec Ben, ça a été pendant cette période où bah, j'étais encore chez Caporn et il n'y avait pas encore cette perspective de vente. Et donc, j'essayais de trouver une façon pour que je puisse faire ce que j'ai envie, construire mon équipe, etc., tout en étant fidèle, donc en restant un peu sous le parapluie Caporn. Euh, et donc, on va pas se mentir, la réalité, c'est que la vente a été plutôt une libération de dire, bah attends, je me prends la tête pour rien, en fait. C'est vendu, c'est parfait. Je dois plus rien à personne. J'ai pas besoin de me faire des nœuds au cerveau à essayer de faire entrer des ronds dans des carrés. On va faire ça, on va faire ça ad hoc, quoi. On va faire ça pour de vrai, voilà. Alors après, évidemment, avec moins de moyens, moins de trucs, moins de machins, il fallait trouver des sous ailleurs. Il avait fallu euh, combler les petits avantages que représentait le fait de faire ça sous le parapluie d'un truc avec déjà tous les agréments, la taille, le truc, le machin. Euh, mais l'un dans l'autre, enfin moi je suis pas, on en parlait un peu, moi je suis pas du tout intrapreneur, tu vois. Et, euh, et certains diraient même que je suis relativement inemployable. Donc ça va, je m'entendais à peu près bien avec Guillaume. Mais au-delà de ça, n'importe qui d'autre ou n'importe quelle autre configuration, de toute façon, ça aurait clashé. Donc, l'un dans l'autre, c'était une très bonne nouvelle que cette opportunité se présente. Les planètes se sont alignées et du coup, ça nous a permis de faire Team Pack pour de vrai, quoi. Comment est-ce que, comment est-ce que ça démarre l'idée de Teampact? J'imagine que c'est avec une discussion, une rencontre avec tes associés, mais comment est-ce que aussi tu te forges cette conviction? Comment est-ce que tu as fait pour te forger cette conviction? Déjà, je vois beaucoup de similarités quand même dans le modèle. Peut-être que c'est pas le cas. Mais, Bah, si, si, il y en a beaucoup. généralement, on, Mais, on récupère ce qui a marché de ce qu'on a appris. Comment l'idée, comment tu t'es forgé cette conviction-là? Elle était hmm. latente ou un jour tu t'es réveillé ou qu'est-ce qui a fait déclencher ça? Bon, alors déjà, là où on en est aujourd'hui, c'est une évolution très organique, mais c'est une évolution quand même forte par rapport au point de départ de Team Pact. Et le point de départ de Teampact est une convergence de réflexion elle-même aussi très organique, mais de chacun d'entre nous. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est autant tous amoureux, passionnés, enfin, totalement all-in de ce projet. C'est parce que c'est vraiment le fruit d'années et d'années et d'années d'évolution personnelle de chacun d'entre nous qui se rejoignent franchement quasi parfaitement sur un truc. Euh, et en plus, extrêmement, une coïncidence aussi très forte avec l'environnement macro, enfin en particulier tout ce qui touche euh, à l'appétit des gens qui arrivent sur le marché du travail, à l'évolution des jeunes, de leur façon de penser le travail, de leur exigences par rapport aux boîtes dans lesquelles ils travaillent, par rapport aux boss pour lesquels ils travaillent, etc. Donc, il y a vraiment une espèce de conjonction forte. Après, si je fais moi les quelques milestones un peu qui mènent à ça, t'as raison. Moi, j'ai baigné dans cet environnement Caporn. Euh, J'étais pas d'accord avec tout, mais par contre, il y a un truc sur lequel je suis extrêmement d'accord, c'est que en tant que VC, on sert pas à grand chose. Donc c'est bien de servir à quelque chose et C'est que mieux. individuellement, euh, bah, c'est dur individuellement d'avoir beaucoup d'impact. Et donc si tu veux en avoir plus, ça fait du sens d'aller chercher
de rassembler les forces pour essayer, en bout de chaîne, d'avoir un impact plus fort et de proposer une valeur supplémentaire aux entrepreneurs. Et pareil, je pense que c'est pas la peine de rentrer dans tout le débat de est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut, est-ce que ça marche, etc., etc. Je pense que comme tout, c'est extrêmement spécifique à chaque cas et que tous ceux qui essayent de faire des grandes généralités sur les VC apportent de la valeur ou n'en apportent pas, je pense qu'ils n'ont rien compris à comment la vie marche. En tout cas, chez Caporn, il y avait un truc, il y avait une recherche sur laquelle moi j'étais extrêmement aligné, c'est essayons d'apporter de la valeur à nos entrepreneurs. Et d'ailleurs, la thèse a évolué vers cette logique enterprise parce que nos LP étaient capables d'aider sur des gens qui faisaient de l'enterprise. Ouvrir des portes, c'est une vraie valeur ajoutée parce que quand tu réduis un cycle de vente de 18 mois à 9 ou 6 mois, oui, tu as changé la donne. Après, évidemment que tu n'as fait que jouer un rôle et que la personne qui fait que les choses marchent, c'est le CEO, c'est le vendeur, c'est la boîte, etc. Toi, tu fais qu'aider. Mais cette aide, c'est comme tout dans la chance, dans la vie, la chance joue un rôle assez significatif, le timing joue un rôle assez significatif. Voilà, Ben le dit souvent, la chance, c'est la rencontre de beaucoup de travail et d'une opportunité, enfin de beaucoup de préparation et d'une opportunité. Donc, si tu participes à la préparation et que l'opportunité arrive un jour, oui, tu as joué ton rôle. Donc ça, c'est une conviction très profonde. Et pour autant, effectivement, dans le modèle Caporn, alors surtout au début, et d'ailleurs, ça a clashé assez vite, et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas resté 4 très longtemps, mais au début, la vision était un peu plus non pas l'ouverture de porte, mais vraiment, tiens, on va brancher des grands dirigeants sur des jeunes entrepreneurs et vont leur apprendre la vie, les boîtes vont marcher, quoi. Ouais, Ce qui est une connerie sans nom. c'est clair. Les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs, c'est pas la même chose. C'est pas, enfin, dans certains cas, ça peut très bien marcher. La réalité, c'est que, encore une fois, en faire une généralité, c'est une connerie. Pour une raison que moi, en tout cas, mon analyse est assez simple. Quasiment la chose que tu achètes chez un entrepreneur qui a le plus de valeur, c'est sa naïveté. C'est le fait que lui, il va aller taper dans un mur que d'autres iraient pas taper parce qu'il pense que ça ne marchera jamais. Lui, il y va, il tape dans le mur. Il y en a peut-être 2, 3, 4 qui vont taper le mur et ça va foirer quand même. Mais au bout d'un moment, tu auras de la chance de tomber sur un entrepreneur qui, lui, va taper dans le mur avec le bon angle et casser le mur et passer à l'étape d'après. Et c'est là où tu gagnes de l'argent. Donc, d'une certaine manière, c'est une aberration d'essayer de supprimer cette naïveté en collant des gens qui pensent savoir, mais en fait ils savent quelque chose qui a marché dans le passé, mais pas quelque chose qui a marché dans le futur. Donc ça a été très vite un truc. Alors d'une part qui effectivement a généré de la fight en interne, et comme je pense que les gens le savent, ou en tout cas que les gens qui me découvrent vont vite le comprendre, je suis pas politiquement correct, et donc quand les choses m'énervent, je monte au créneau. Parfois à tort d'ailleurs, on peut me le reprocher, c'est un de mes défauts, mais bon, c'est aussi une de mes qualités. Et, donc, oui, ça a généré des fights assez rapidement là-dessus, sur une philosophie en fait, de dire, mais attends, c'est qui notre client? Et pour moi, le client, c'est l'entrepreneur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et il y a des VC qui diront, non, le client, c'est le LP. J'adore mes LP. Ils ont un rôle absolument prépondérant, mais à la fin de la journée, mon client, c'est l'entrepreneur. J'aime bien, Donc, j'aime bien que tu dises ouais. ça parce qu'il y a peu de VC qui l'assument. Les entrepreneurs sont tes clients. Les startups sont tes clientes en fait de ton fonds d'investissement. C'est eux qui te font gagner de l'argent. Ah sans aucun doute. Enfin, de toute façon, la logique est impossible à contredire puisque, par définition, les fonds qui ont fait la preuve de la performance n'ont plus à se battre pour trouver des LP. Donc, en bout de chaîne, ton client, c'est l'entrepreneur. Alors après, tu peux te mentir et parce que tu n'as pas encore prouvé ta perf, penser que tes clients, c'était LP, mais le métier, c'est pas ça. Non, pas forcément sur le fait que les LP, ils disent pas que les LP sont leurs clients, mais plus que on entend plus dire que les entrepreneurs sont leurs partenaires, qui tu vois, qui sont des associés, etc. Et moi j'aime bien justement plutôt cette honnêteté intellectuelle ou plutôt cette simplicité d'éviter d'aller tu vois enrober le truc et dire en fait attendez, moi je vends un produit et un produit c'est une entreprise que je vends à des LP et je dois le faire fructifier quoi. C'est un business, ouais. Après, tu peux le voir comme une espèce de marketplace où tu amènes de l'argent de quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais toi, ton rôle, c'est de faire que l'entreprise dans laquelle tu investis marche. Ou alors, tu peux le voir comme un truc plus comme de l'agriculture où le LP,
c'est le terreau sur lequel tu plantes des trucs, mais ton job, c'est d'être agriculteur, c'est de faire pousser les plantes. Il y a plein de métaphores que tu peux utiliser. La réalité est simple, vu de chez moi, mais encore une fois, avec sûrement une simplicité d'esprit, tu vois, un manque d'intelligence, j'en sais rien, mais pour moi, c'est assez simple, ce sujet-là. Et donc, pour en revenir au truc, donc chez Caporn, il y avait ça. Et donc, moi, bah, par contradiction, je disais, ben non, mais en fait, c'est surtout pas ça qu'il faut qu'on fasse. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on amène de la valeur. Du coup, bah, tiens, comme nous, on a ça comme actif, voilà ce qu'on peut faire. On va investir dans plus d'enterprises, on va utiliser ces gens sur là où c'est une valeur ajoutée sans aucun doute, voilà. Mais en gardant ce truc de, si on veut aller au bout de cette logique, c'est pas ces gens-là qu'il faut qu'on leur amène. Ou en tout cas, pas de cette façon-là. Et très tôt, mais tu vois, 2015, 2016, par là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser sur, ok, mais qui seraient les profils qui seraient pertinents? Et en fait, bah, une fois que tu as dit que le sujet que tu veux éviter, c'est de venir Un mentor. gâcher leur naïveté, euh, bah donc le critère, c'est qu'il faut pas que ce soit des gens qui viennent donner des leçons sur le business. Mais du coup, euh, tous les gens qui peuvent donner des leçons sur autre chose que le business, ça fait beaucoup de chance. Et donc, j'ai commencé à essayer de construire un réseau le plus étendu possible avec des profils hors business. Et donc, des pilotes de chasse, des chefs de cuisine, des sportifs de haut niveau. Il y a pas longtemps, j'ai vu un top 5 monde chanteur d'opéra. Euh, c'est des gens qui n'ont rien à t'apprendre sur le business, mais qui ont prouvé qu'ils étaient capables de performer au plus haut niveau mondial dans leur domaine, souvent dans la durée. Euh, et si j'arrive à créer l'environnement qui permet que c'est le profil entrepreneur et ce profil-là créent un binôme et se nourrissent l'un l'autre, je pense que là, il y a une vraie clé d'un truc qui peut se débloquer. Parce qu'il y a une réalité, c'est que l'entrepreneuriat, bah, à peu près n'importe qui peut s'y lancer. Euh, soit parce que ton père est riche et que voilà, soit parce que tu as envie et que tu es démerdard, soit parce que, enfin, il y a il y a des dizaines de voies possibles. Professionnel de rugby, euh, pas grand monde peut se lancer, tu vois ce que je veux dire? Il y a Je vois, beaucoup ouais. de marches à passer. Faut être sélectionné, quoi, tu vois. Entrepreneur, il n'y a pas besoin d'être sélectionné. Et donc, on a un problème de maturité entrepreneuriale, un problème de, d'en avoir vu assez. Et puis, euh, et puis un problème de diversité d'inspiration. Euh, Parce que clairement, le mec qui a vu 3 vidéos de Oussama Hamar ou je sais pas quel cafard là, et qui pense qu'il a compris l'entrepreneuriat, bah, il a rien compris du tout. Enfin, tu vois, c'est aussi simple que ça. Chez Teampact, tu mets des tickets t'as levé combien du coup sur ce premier fonds et vous mettez des tickets de combien dans les startups? Alors à date, on a à peu près 25 millions sous gestion, dont une grosse dizaine dans le fonds, mais on a fait qu'un premier closing. Donc là, on est entre le premier et les closings ultérieurs. Mais donc, on a fait un premier closing il y a quelques semaines à 10 millions d'euros pour pouvoir commencer à investir. Et donc là, on continue le fundraising pour atteindre une taille cible qui va pas être extrêmement élevée, 25-30 millions, pour diverses raisons, macro et puis de modèles. Sachant que nous, on a depuis le début enfin, avant de lever un fonds, on a fait beaucoup de SPV, Ok. et c'est quelque chose qu'on aime bien dans une certaine configuration qui nous paraît assez complémentaire du fonds, et on est vraiment en train de chercher le bon équilibre entre les deux. Euh, mais on est un hybride un peu de une partie fonds, une partie SPV, club deal. Ok. Donc tu t'es Voilà. servi de la création d'SPV pour tester tes LPs, tester ton modèle et commencer à aller mettre les premiers tickets, mais tu vois pas les retours de ces SPV là, tu les vois pas tout de suite. Donc en fait, qu'est-ce que tu testais? Parce que tu testes pas si jamais tu vas cash out. Non. Euh, non, tu testes pas ça. C'est des cycles lents, c'est des cycles plus courts qu'un cycle de fonds.
que SPV, tu peux sortir, c'est mono asset, donc par définition, tu peux sortir au tour d'après ou 2 tours après. Et, tu vois, si tous les actionnaires du SPV ont envie, ils peuvent. Et donc, ça fait des potentiels de liquidité beaucoup plus courts. Mais c'est pas ça que tu testes. Non, nous, ce qu'on voulait tester, c'était à quel point, encore une fois, hein, notre client, c'est l'entrepreneur. Donc, ce qu'on voulait tester, c'est à quel point notre produit parlait aux entrepreneurs, et en particulier aux entrepreneurs les plus sollicités. Euh, on voulait tester aussi à quel point notre modèle, notre façon de regarder les choses parlait à nos collègues, les autres investisseurs. On voulait se tester aussi sur notre capacité à investir à l'international. On voulait se tester sur l'implication des athlètes. Et donc, le club deal a ça d'avantageux que tu es beaucoup moins limité en termes de thèse. Et donc, en club deal, on a fait à la fois du seed au pré-IPO, de France aux US, en partant par le UK, l'Allemagne. On s'est retrouvé co-investisseur avec des fonds comme Index, Balderton, USV, Lower Carbon Capital, ce qui en plus est très kiffant, tu vois, d'un point de vue, tu es un jeune fonds et d'un coup tu te prouves à toi-même que tu es capable de rentrer dans des deals avec ce type d'acteurs, ça fait plaisir. On investit chez des entrepreneurs qui sont hyper inspirants, comme Jean-Charles Samuelian chez Alan, ou toute l'équipe de Wondercraft, ou de Murphy, ou de Clou en Allemagne, qui est une des plus grosses applis de suivi des règles pour les femmes. Je connais, ouais. Voilà. Et puis ce que tu prouves aussi, là, pour le coup, sur la partie financière, c'est que tu es capable de rentrer à des conditions intéressantes. Parce que tu peux parler d'exit, mais tu peux aussi parler que ton point d'entrée, il est plus bas que celui des autres, et que du coup, à valo actuel public de la boîte, enfin public admise de la boîte, que toi, tu es rentré beaucoup plus bas pour X ou Y raison, et que donc, tu as un delta immédiat, quoi. Toi, ton point d'entrée fait que si tu devais vendre ta position tout de suite, en fait, tu es déjà dans la monnaie. Et que ce soit via des logiques de secondaire avec des décotes importantes, ou que ce soit via être invité sur des bridges internes. Il y en a eu beaucoup dans les quelques dernières années, avec des valos beaucoup plus raisonnés que le coup d'avant. Donc, tu vois, mais tout ça, ça demande effectivement d'être convaincant vis-à-vis de l'entrepreneur et des autres investisseurs, pour qu'ils te laissent entrer à ces conditions avantageuses. Finalement, j'ai l'impression en t'écoutant que les prochains fonds d'investissement, s'ils n'ont pas un edge comme ça, ils n'arriveront plus à convaincre les entrepreneurs. Et ça peut être beaucoup de choses, cet edge, mais en fait, on peut plus juste être un fonds d'investissement avec de l'argent. Il faut apporter plus. Peu importe ce que ce soit, mais il faut apporter plus. Je crois qu'on n'a jamais pu. De toute façon, la règle a toujours été la même, hein. Il faut toujours un edge. Après, l'edge a pu devenir dans certains cas, et c'est couillon, mais dans les dernières années, l'edge de certains, c'était je suis capable de tirer une term sheet en 1 heure. Enfin, tu vois, ça c'est un edge. Ou je vais faire 2 fois la valo que les autres te proposent. Ça c'est un edge aussi. C'est con, je trouve, comme edge, parce que c'est un peu contradictoire avec la logique profonde de ce qu'on fait, je trouve. Mais bon, chacun ses délires. Mais ça a toujours été un sujet d'edge. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gros VC investissent autant sur leur marque, parce que la marque est un edge. J'en ai parlé plusieurs fois et ça paraît bête, hein, mais la raison numéro 1 de choisir un VC, en général, c'est quand je vais rentrer à mon groupe de potes, leur dire que j'ai levé avec un tel, si je dis j'ai levé avec Sequoia, ils sauront qui c'est. Donc je vais prendre lui, un peu Tu indépendamment penses des que conditions, des trucs, des machins. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, tu penses que c'est ça pour beaucoup d'entrepreneurs? Ah ouais, si tu regardes, si tu regardes le plus petit commun dénominateur de la logique qui régit ces décisions-là, oui, oui, je pense. Mais c'est humain, enfin, tu vois. C'est comme d'avoir une copine qui est jolie, quoi, tu vois. Si t'as le choix, tu préfères avoir une copine qui est jolie plutôt qu'une copine moche, ne serait-ce que parce que
bah, quand tu sors avec tes potes, enfin, tu vois, c'est des trucs cons, mais c'est le même principe, quoi. Peut-être. Moi, je suis un peu contre ça. Tu vois, c'est comme je préférerais avoir un boulot moins bien payé, mais dans lequel je m'éclate, qu'un boulot où je me fais chier, mais je gagne tu vois, des sommes mirobolantes. Et oui, mais tu vois, c'est une perspective différente. Et c'est pour ça que l'exemple de la copine d'ailleurs est sûrement complètement débile. J'ai essayé de trouver un parallèle, mais il était pas bon. Toi, tu parles d'un engagement long terme, un travail, Oui, oui. enfin, ça va régir tes journées, quoi. Donc là, effectivement, tu vas être beaucoup plus équilibré dans ta décision. Toi, Beaucoup tu parles d'une étoile. d'entrepreneurs, voilà, beaucoup d'entrepreneurs voient l'investisseur comme finalement tu vois, un joli nom dans le communiqué de presse, ce qui est une très grosse erreur, hein, by the way, euh, mais qui reste une réalité en termes de perception et qui d'ailleurs a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes pour l'entrepreneuriat VC-backed depuis plusieurs années, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça, quoi. Et donc, et en plus, ils sont biberonnés par tout un tas de connards, encore une fois, là, qui font des vidéos sur YouTube et qui n'y connaissent rien, et qui leur disent, bah, optimise pour la valo, ou je sais pas quelle connerie, et les gars, ils font ça, ils réfléchissent pas, tu vois. Mais du coup, tu vois, en parlant de. Enfin, pas en parlant de tous ces connards, plutôt en parlant du fait de. euh, donc toi, tu dis, ils vont prendre des gros noms chez Sequoia ou autre, parce que du coup, c'est le pins, tu vois, c'est un peu genre la médaille, tu vois, à avoir, ok, tu vois, C'est ça. ça fait bien et tout. Mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que les chiffres donnent pas raison aussi sur le fait que, ben, finalement, si je vais choisir un gros, je vais avoir plus de chances de lever après ou je vais avoir plus de chances de faire une IPO? Ou est-ce que c'est faux, au contraire, il n'y a rien qui J'ai prouve pas les ça chiffres. et J'ai pas les ok. chiffres. Ce qui est Parce que sûr, c'est la qu'il y a, finalité, c'est ça. La finalité, c'est oui, est-ce que je vais pouvoir lever la plus tard et est-ce que finalité, ouais, bah, la finalité, c'est une bonne question, tu vois. La finalité, c'est peut-être la meilleure question. Pourquoi tu crées une boîte? Euh, Si tu crées une boîte pour pouvoir crâner à savoir combien tu as levé dans ta carrière, etc., oui, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de débat. C'est sûrement ça qu'il faut faire. Après, dans l'absolu, y compris sur les entrepreneurs sains qui sont là pour des bonnes raisons, il y a énormément d'avantages à avoir ce genre de fonds. Et nous, comme tout le monde, on cherche à avoir ce statut. Enfin, tu vois, en fait, le statut ne dit pas que c'est des mauvais fonds. Le ok. statut pris seul est sûrement un mauvais critère, mais le statut est souvent mérité. Et s'il est mérité, c'est que c'est souvent des bons fonds. Après, il y a eu des anomalies, tu vois, je sais pas moi, les SoftBank, les Tiger, les trucs, les machins, sont d'ailleurs sûrement très bien sur certains critères, mais dans l'absolu, sur les trucs qui me paraissent clés en venture early stage, etc., les gens qui ont pris de l'argent de la part de ces fonds-là ont été débiles parce qu'ils ont optimisé pour un statut très court terme, tu vois, qui était apparu il n'y a pas longtemps, qui a disparu d'ailleurs aussi vite. Euh, et du coup, pour le pins, là pour le coup, c'est vraiment pour le pins, ils se sont embarqués toute une série d'emmerdes qui, elle, pour le coup, était très prévisible. Donc, quand le statut est justifié, parce que tu vois, tu dis Sequoia, enfin, évidemment, moi, un entrepreneur vient me voir, il me dit j'ai le choix de lever avec Sequoia, mais évidemment, lever avec Sequoia, tu vois, il n'y a pas de débat. Euh, Même si il y a une réalité sur les très gros fonds, que bah, si Ils tu s'occupent veux moins de toi. optimiser pour la qualité de la relation, pour avoir moins de risques d'emmerdement ou moins de risques d'absence, tu vois. Le problème, c'est que quand tu es avec un très gros fonds, bah, tu es un parmi beaucoup, beaucoup, et que dans ces beaucoup, beaucoup, il n'y a pas que des chèvres, et qu'il y a très peu de chances que tu sois top 10% du portefeuille, quoi. Et pourtant, tu peux faire Et un donc, truc absolument exceptionnel, mais ils ont une qualité de deal flow tellement élevée, ou en tout cas, ils ont une capacité à attirer des gens qui peuvent avoir des tractions extrêmement fortes à un instant T, qui d'ailleurs souvent, moi j'appelle ça souvent les boîtes en cloche, hein, souvent quand ça monte très vite, ça descend assez vite, hein. C'est très rare les trucs qui montent très vite et qui continuent à monter très vite. Des snowflakes, il n'y en a pas, ou des Datadog, il n'y en a pas oui, 50 par génération, tu vois. il faut des Euh, crashs pour avoir des réussites, hein. et pas de risque, pas de regard. Mais donc, il y a une réalité que, bah oui, le gros logo a beaucoup d'avantages, il a aussi des inconvénients, au même titre que la boutique a toute une série d'inconvénients, mais elle a aussi plein d'avantages. Et donc, le sujet, c'est toujours le même, et c'est pour ça que je suis ravi de faire des podcasts, des trucs, des machins. Le sujet, c'est d'être informé. Le sujet, c'est de la pédagogie, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Euh,
Et c'est comme de recruter ton VP Sales ou ton truc ou ton machin ou choisir ton co-founder. À un moment donné, euh, tu devrais mettre autant, enfin, c'est des relations qui vont durer de nombreuses années avec des potentiels de nuisances qui sont très élevés. Tu devrais y mettre énormément de réflexion pour savoir avec qui tu vas bosser et qui tu fais rentrer dans ta table de capi. Je regrette pour tous ceux qui n'ont pas fait ça depuis quelques années, qui ne l'aient pas fait. C'est très triste pour eux. Maintenant, ils se retrouvent avec toutes les emmerdes associées à ça. Mais c'est du bon sens. Enfin, tu vois, c'est comme, enfin moi, des gars qui prennent la première term sheet la plus élevée, ils connaissent le gars depuis 2 semaines, etc. C'est comme, pour moi, c'est exactement pareil que si tu avais recruté ton VP Sales, tu l'as rencontré 2 fois, tu l'as recruté et tu lui as filé 400K, tu vois. C'est C'est comme débile en fait. l'émission, c'est comme l'émission Marie au premier regard en fait. C'est les mecs, Ouais. Ou, ils prennent la première qui veut être opportunité. mon associé. Enfin, tu vois, c'est pareil. C'est, c'est des conneries en fait. C'est des conneries. Faut C'est pas. plus, Et ouais. c'est dommage qu'on amplifie ce genre de conneries, quoi. Tu Ça penses prend du qu'une temps. émission comme Qui veut être mon associé, j'ai d'autres questions à te poser sur Team Pack, mais juste là-dessus, il pense qu'une émission comme Qui veut être mon associé, qui est pas représentative de la réalité de l'investissement, on est d'accord, parce que la réalité de l'investissement, c'est que ça prend beaucoup plus de temps, d'échanges, comme tu le dis, d'apprendre à se connaître, puis de voir en fait s'il y a un vrai intérêt à travailler ensemble et à être dans cette relation. Mais une émission qui serait, qui montrerait cette réalité, ça serait possible à la télé? Parce que moi, ça me Non, paraît compliqué, tu vois. Ce serait pas non, possible, ça marcherait pas en termes de marketing. non, ça marcherait pas. Parce que c'est pas instantané, c'est dans la durée, c'est des relations humaines, c'est beaucoup de travail, Mais tu vois, c'est pas buzzant, tu vois. Donc c'est juste, non, c'est pas représentatif, ça devrait pas exister. C'est du divertissement pur et dur. Ou alors si ça existe, ça devrait être clairement marketé comme du divertissement pur et dur. Ça devrait aussi être clairement marketé comme ces gens-là ne sont pas des investisseurs, c'est des divertisseurs. Euh, les entrepreneurs ont été choisis non pas pour la qualité des projets, mais pour le potentiel de buzz que ça représente. Et point. Et ok, on rigole bien. Enfin, moi, j'ai pas la télé, je regarde pas ça, mais ok, on rigole bien. Voilà, c'est tout. et tu penses pas que il y a aussi une évolution de la manière dont on investit dans les boîtes, ou tu penses que c'est juste une trend marketing de la télé et t'y crois pas? Un peu comme les mecs de Sagemcom, ils croyaient pas à l'iPhone, ou tu penses qu'il y a une vraie évolution du financement qui est en train de se faire et que tu vois que les Non, investisseurs pros comme toi, ils voient pas? non, Non, tu penses non. pas? Enfin, après, je suis peut-être complètement couillon, hein, on s'en reparlera dans 10 ans, tu me diras. On Non, verra, on verra. c'est un métier. Ça fait des plombes que je côtoie des business angels. Je sais très bien ce que c'est que d'être business angel. Certains le font professionnellement. C'est leur vrai métier. Et bah, comme les fonds, hein, il y a une courbe d'apprentissage qui est très longue. Tu prends des tôles et l'humilité est absolument nécessaire. Donc déjà, bah, quand La tu remise vois en les question. investisseurs avec un, La remise en question aussi. bah oui, oui, parce que, enfin, il y a des basiques, mais en fait, c'est les mêmes basiques que dans tout. Tu veux investir, tu veux savoir à quoi ça ressemble le 1 pour 1000 des meilleures boîtes à investir. Bah, tant que tu n'en as pas vu 1000, tu sais pas ce que c'est. Donc commence déjà par en voir 1000, tu vois. Euh, tu veux savoir ce que c'est que de gagner de l'argent en VC, bah un cycle, ça prend 10 ans. Donc passe-y 10 ans et on en reparle. Enfin, tu vois. Viens pas me donner des leçons alors que ça fait 3 mois que tu fais ça et que peut-être tu as eu un coup de chat sur je sais pas quoi et que tu essayes de me vendre des perfs à la con, là, je sais plus que lequel j'ai entendu dire qu'il avait 9x de moyenne. C'est débile, ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois. Et après, il y a aussi une légitimité à avoir. Enfin, tu vois. Après, je trouve ça pire en fait quand en plus c'est mytho, ne serait-ce que sur le profil des gens. Donc, à minima, bah, qu'on nous dise la réalité de ce qu'ont fait ces gens, tu vois. Donc, on n'essaye pas de nous dire, lui, il a réussi telle boîte. Enfin, c'est comme le Oussama là, c'est pareil, tu vois. Le mec a jamais rien, le mec a jamais monté, enfin, il y a jamais aucune boîte qu'il a fait qui a marché. Donc, pourquoi on essaye de nous vendre que il a une quelconque légitimité entrepreneuriale? Non, il en a pas, et pas plus que d'autres qui ont. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as levé des sous et planté une boîte que tu es successful, tu vois. C'est bien de lever des sous, mais c'est juste, tu sais lever des sous, ok, bah voilà, bah, mais market-toi comme un bon leveur de fonds, c'est bien, pas comme un entrepreneur, enfin, tu vois.
Je sais pas, tout ça me dépasse un peu, j'avoue. Je comprends pas. Et puis après, je trouve ça d'autant plus triste. Et c'est pour ça, tu vois, à ta question, euh, on est sur la classe d'actifs la plus risquée. Essayer d'emmener ça sur des petits porteurs qui mettent leur épargne à risque, c'est la cata assurée. Enfin, tu vois, il n'y a pas de n'importe quel gestionnaire de patrimoine enfin, Je ferais pas ça. 101 quoi, 101. Private equity, tu mets 5 à 10% de ton patrimoine liquide, point. Enfin, tu vois, essayer de vendre des trucs là, de tiens, va mettre à partir de 50 euros. Complètement con. Si tu as quelques milliers d'euros d'épargne, tu fais pas ça, c'est tout. Enfin, tu vois, tu fais pas ça. Tu mets sur des trucs pas risqués. Donc non, c'est juste débile. Et il y aura malheureusement, avec une quasi-certitude, euh, énormément de casse. Et les mecs s'en foutent parce qu'eux, ils gagnent pas leur vie sur la perf, ils gagnent la vie sur le ticket d'entrée. Te vendent un abonnement à un club. C'est là-dessus qu'ils gagnent. Le reste, ils Finalement, s'en foutent. Toutes les boîtes peuvent planter, ça leur change rien, ils ont fait leur blé. il faudrait, finalement, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils prennent pas d'argent sur les tickets d'entrée, mais que au carry. Et du coup, là, il y aurait un vrai engagement. Eh oui, ça c'est Là, la base. là, Voilà, ça serait intéressant, tu vois. C'est comme ça j'avais c'est la entendu base. Warren. Et pourquoi tous les fonds régulés n'ont pas de frais d'entrée? Parce que c'est pas une bonne idée, tu vois. Et pourquoi les fonds fiscaux qui réussissaient à prendre 60% de fees ont disparu? Parce que c'est pas une bonne idée. Donc ouais, la bonne idée, elle est simple. Je prends le minimum de fees possible et ensuite je gagne si tu gagnes. Et Je me mon carry, rémunère je aussi. l'achète. Tu vois, je l'achète mon carry. Moi, je mets beaucoup d'argent dans mon propre fonds. Comme ça, je fais pas des conneries. Tu vois? Ça, c'est la base un peu des trucs qui marchent. J'avais entendu, je sais pas si tu connais cette histoire, Warren Buffett qui avait monté un des premiers fonds d'investissement, prenait pas de fees, que du carried. Et il avait même dit à ses investisseurs que si jamais ça marchait pas, il les remboursait. Tellement, tu vois, genre c'était tout premier. Bon, après, maintenant, tout ça a un peu évolué, mais c'est vrai que ça serait bien, hein. Au Il y moins a de des, dire, il n'y a pas de frais d'entrée, il y a que du carry. Ça serait déjà plus honnête intellectuellement et au moins ça donnerait, comme tu dis, une raison aux gens qui ont monté ça, tous ceux qui a, de que ça réussisse et donc de faire aussi les bons choix. Et ouais, donc aussi de prendre le temps de. mais oui, il n'y a pas de frais d'entrée. Après, c'est logique qu'il y ait des frais de gestion parce qu'il y a quand même un coût. Tu vois, structurellement, c'est quand même extrêmement complexe. Enfin, nous qui sommes régulés, etc. Nous, il y a une complexité, ça nous coûte cher, etc. Eux, bon, ils sont pas régulés du tout. Je sais pas ce qu'ils font, euh, mais le minimum, ça serait ça. C'est effectivement zéro frais d'entrée. Il n'y a aucun sens à avoir des frais d'entrée, surtout quand ils sont exorbitants. Oui, Euh, Parce que si, si tu mets des tickets à partir de 1000 euros, si la boîte fait x2, tu peux gagner du coup 1000 euros de plus. Mais si tu as mis plus de 1000 euros déjà en frais d'entrée, tu vois, ouais, logique, une hein. fois que tu as enlevé les autres fees diverses et variées, quand tu as empilé en petit avec des astérix de partout, plus je ne sais quoi et je ne sais quoi, mais en fait, l'équation, mathématiquement, tu ne peux pas gagner d'argent. Donc, et il y a des gars qui ont fait des tableaux là-dessus, tu vois, c'est pas rocket science, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai pas que ça à foutre d'ailleurs d'aller calculer les fees des gars, mais il y a des gars qui l'ont fait pour les gens, c'est juste dommage que c'est pas ça qu'on mette en avant. Plutôt que de mettre en avant leur tronche à la télé, on devrait mettre en avant l'arnaque que représente ce genre de truc. Je suis d'accord. Je pense que mais c'est bien parce que tu vois, au moins c'est médiatisé. Donc, quand il y aura une grosse, que ça va se casser la gueule, Ah j'espère en tout cas oui, que oui, le sera médiatisé et ça aidera aussi l'écosystème à évoluer, tu vois. Et oui. Bah, c'est dur, hein, parce que regarde l'autre là, il continue à être une star. Enfin, je sais pas qui sont les gens qui l'admirent, mais il y a toujours des gens qui l'admirent, alors que le mec est multicondamné. Enfin, tu vois, on n'apprend pas. T'as l'impression que l'écosystème, il apprend pas, tu vois. Et moi, je suis un je peu, pense qu'il l'apprend, mais qu'il ouais, y a bah, de plus en plus peut-être de pas. gens dedans. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, tu as des niveaux de maturité différents. Et donc, bah, il faut qu'ils fassent leurs erreurs aussi, tu vois. Ça fait plus de Ouais, bruit, ça fait plus certainement, de gens. Et donc, si on revient certainement. sur Ouais. un peu, on va pas parler avec des influx voleurs tout le podcast. Surtout que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ça vaut pas la peine. Euh,
Quand tu parlais de Sequoia et que tu disais si quelqu'un il a un ticket chez Sequoia, qu'il y aille, tu vois. Moi, je me posais la question, euh, ce serait quoi les bonnes raisons ou alors les mauvaises, comme tu veux, pour un entrepreneur de venir chez Teampact? Si tu devais, tu vois, genre lister cette relation, tu vois, c'est quoi vraiment les bonnes raisons ou alors au contraire plutôt les mauvaises, tu vois, qui font qu'un entrepreneur devrait prendre ton argent? Bah, nous, on est assez explicite sur notre thèse, notre positionnement et ce qu'on essaye d'amener. Donc, les bonnes raisons, bah, c'est d'être d'accord avec ça. Et les mauvaises raisons, c'est c'est d'essayer de prendre de l'argent sans adhérer à ça, parce que ça marchera pas. Euh, et donc, bah, en gros, si c'est assez simple, nous, ce qu'on cherche, c'est des entrepreneurs qui sont extrêmement honnêtes dans leur démarche d'impact, donc qui vont monter une boîte dans le climat de la santé, euh, non pas malheureusement comme beaucoup en ce moment parce que ils ont entendu dire que c'était plus facile de lever sur ces sujets-là, mais Ils parce sont qu'ils ont impact by vraiment design. envie. Comment? Ils sont impact by design. Ouais, impact by design, mais surtout impact au fond de leur cœur, quoi. Enfin, tu vois, Ok. qu'ils ont honnêtement envie de sauver des vies ou honnêtement envie d'avoir un impact sur la planète. Pour diverses raisons, hein, chacun a ses raisons, mais en tout cas que ce soit honnête et profond et que ce soit leur but dans la vie, enfin tu vois, et pas réussir à lever 3 pécos et vendre sa boîte dans 2 ans, enfin tu vois, ça c'est ce qu'on essaie de filtrer. La deuxième composante, c'est des gens qui ont une ambition très importante, qui non seulement ont envie de changer les choses, mais qui ont envie de changer les choses à très grande échelle euh, et sur des et avec une attitude business, tu vois, pas une attitude associative ou philanthropique, parce que ça a de la valeur de sauver les gens, ça a de la valeur d'agir sur l'écologie. Donc si ça a de la valeur, bah tu peux le vendre. Et si tu peux le vendre, tu peux faire une J'en- belle boîte. J'entends quasiment tout le temps les VC me dire quelqu'un avec une grande ambition. Et vraiment, hein, c'est vraiment copier-coller. Tous les VC me disent ça. Je pense qu'il n'y a aucun VC qui m'a pas dit ça, même Mm. hors de ce podcast. Du coup, j'en viens à me poser la question, comment tu vois, j'aime bien creuser un peu ce sujet parce que je trouve que finalement, si vous dites tous la même chose, il y a un truc qui nous échappe. Tu vois? Et du coup, toi, comment tu la mesures cette ambition? Comment tu l'estimes? Tu vois? Parce que ça paraît, pour moi, je le palpe pas. Tu vois? Quand on me dit que je cherche quelqu'un avec de Bah, l'ambition, j'arrive pas. change de mot, mais ténacité à la place. En gros, c'est celui qui lâche, il a perdu, quoi. Donc, nous, on veut des gens qui vont jamais lâcher, qui sont tellement obsédés par leur truc que, en fait, ça sera jamais assez. Ils auront toujours envie de plus impacter, de plus, d'avoir, ouais, de faire un truc qui marche mieux, s'il y a un trou de souris quelque part à 10 000 kilomètres dans lequel ils peuvent rentrer et qui fera que ce qu'ils font va vraiment marcher encore plus, bah, ils vont faire les 10 000 kilomètres et ils vont aller se foutre dans le trou de souris. Enfin, tu vois, et c'est pour ça qu'on aime bien aussi le sport de haut niveau. C'est qu'il y a ce côté gratification décalée. Tu vois, tu te lances dans un truc, tu as très peu de chances que ça marche, mais tu vas jamais lâcher. Tous les matins, tu te donnes à Et fond. t'as pas peur que ces profils qui vont jamais lâcher, justement, c'est des profils peut-être un peu trop bornés qui vont pas réussir à pivoter? Tu me parlais de Ledger, tu vois, Non, pas qui, si c'est des bonnes raisons. Pas si c'est des bonnes raisons. Les dire, je sais pas. Mais tu vois, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Mon évolution, tu vois, on n'a pas fini là-dessus, mais la première composante, c'était ce côté LP Caporn, comment est-ce que je suis pour aller chercher les gens qui ont de la valeur ajoutée pour les entrepreneurs. La deuxième composante, c'est que moi, je suis devenu papa. Euh, j'ai 2 enfants, c'est ma vie. Euh, le, le- la phrase qui m'habite, c'est je ne veux que investir dans des boîtes chez qui j'ai envie de voir travailler mes enfants. Et du coup, la question que je me pose, c'est quoi l'équation du bonheur pour mes gamins? Qu'est-ce qui ferait que cette boîte serait le bon endroit pour un de mes enfants à s'épanouir? Et d'ailleurs, ma fille ou mon fils, et en plus, tu vois, et pour les filles, c'est encore plus complexe, probablement. Euh, et donc, moi, je me pose cette question en termes de qu'est-ce que c'est le bonheur. Et donc, pour moi, le bonheur, c'est quoi? Et c'est pour ça que c'est ça la thèse que je t'évoque. Le bonheur, c'est un,
travailler sur des choses essentielles. Je n'arrive pas à croire que des gens qui font des trucs futiles ou pire, maléfiques, tu vois, quelqu'un qui bosse, je sais pas moi, chez Philippe Maurice ou je sais pas quoi, je n'arrive pas à croire que ce sont des gens qui peuvent être heureux. Je n'y crois pas. J'ai peut-être tort, j'en sais rien, je ne connais pas. Je connais pas non Donc, plus. bosser sur les choses importantes, ça me paraît une condition sine qua non à être heureux. Pareil, hein, si tu fais rien, je vois pas comment tu es heureux, donc il faut bosser, tu vois. De l'ambition, en tout cas au sens de la ténacité, au sens de toujours aller chercher un step de plus. Bah, tu vois, je suis pas un grand philosophe, hein, mais bon, n'importe qui peut lire Paulo Coelho. C'est pas à propos de la destination, c'est à propos du voyage. Le voyage, bah, c'est ça. C'est tous les jours essayer de faire un pas de plus. Si ton but il est tout petit, si ton truc c'est de changer à l'échelle de ton quartier, bah, t'as vite fait le tour en fait. Et tu fais quoi après? Tu te mets dans ton canapé et t'attends, bah, tu seras malheureux. Ou, Euh, ou heureux parce que ça te suffit. Mais c'est pas ça que tu cherches, toi. Tu cherches. J'arrive pas à y croire. Je vois pas comment quelqu'un d'inactif est heureux. Je vois pas. Je pense qu'on n'est pas, l'humain est pas câblé comme ça. Je pense que le cerveau est un muscle, euh, et devenir un légume, je vois pas comment ça te rend heureux. Après, peut-être que, j'en sais rien. Tu vois, je suis ni psychologue, ni quoi que ce soit. J'en sais rien. C'est mon avis et c'est comme ça que nous on l'applique et je pense que nous tous chez Impact on se rejoint là-dessus. Pour le coup, les autres sont pires que moi. Les arbres, c'est vraiment pire que moi. Un basil, une boulimie de travail, tu vois, mais de travail pour changer les choses, pas de travail pour travailler. Travail pour travailler, Oui. ça sert à rien. Travailler pour Travaille pour avoir de changer les l'impact. choses. Oui. Euh, Rendre les gens heureux, enfin, tu vois, changer les choses en mieux. Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Et le troisième élément, qui est quasi le plus important, c'est le faire avec des gens bien, parce que tu peux faire des choses extrêmement essentielles, tu peux le faire avec une grande ambition, mais si tu le fais avec des gros cons, bah, ta vie elle est pourrie parce que le facteur le principal du bonheur, tous les chercheurs se rejoignent là-dessus, c'est la qualité des relations. Et donc si t'as pas de la qualité des relations, bah t'es pas heureux. Donc c'est ces trois éléments qui font que les gens sont heureux. Euh, et notre thèse, et c'est là où tu vois tout se mélange bien, c'est que bah, on a l'impression qu'on est dans une époque où les meilleurs talents, bah, ils ont compris ça. Et donc ils cherchent à bosser sur des trucs utiles, sur des trucs ambitieux et avec des gens bien. Donc nous, on répond à ça. C'est ça notre produit. C'est essayer de trouver les boîtes qui répondent à ça. Parce que si tu as les meilleurs, tu as une chance de devenir le leader, tu vois, de faire des très grosses boîtes. Et en plus de le faire bien et vite. Euh, donc c'est aussi bête que ça. Et tu vois, je disais, c'est la convergence des histoires. Ça c'est mon histoire à moi. Et c'est pour ça qu'au tout début, Teampact était très orienté vraiment purement people. Vraiment ce côté, le faire avec des gens bien. Tu vois, pour moi, c'était vraiment ça qui manquait le plus dans l'environnement startup. C'est beaucoup trop de CEO complètement dégénérés, que Le beaucoup connard, quoi. d'employés étaient. Oui, oui, des vrais connards. Euh, et certains qui finiront en prison hein, pour viol, pour fraude, pour je ne sais quoi, il y en a. Hein, et dans notre industrie, on sait qui c'est. Hein. Bref, donc moi j'étais très orienté là-dessus. Il faut qu'on filtre ces CEO toxiques. Il faut qu'on trouve des boîtes qui sont très intentionnelles là-dessus. Il faut, euh, il faut vraiment qu'on craque cette équation-là du ouais, attirer les meilleurs, les garder, les faire grandir, etc. Mais c'était exclusif à ça. Et en fait, le fait qu'on soit plusieurs, et d'ailleurs on est trois cofondateurs, mais euh, on a environ 10 personnes ont été vraiment impliquées sur la réflexion initiale et les premières briques de Teampact. Ben, il vient de ce monde du sport de haut niveau et lui, son expertise, c'est vraiment la performance individuelle et la performance collective. Donc, c'est, euh, tu vois, au-delà de cette vision un peu macro de il faut qu'on réussisse à attirer, faire retenir, faire grandir les gens, il y avait cette vision beaucoup plus tactique, micro, actionnable de qu'est-ce qu'on peut faire en fait, tu vois. Comment on fait pour créer du sentiment d'appartenance, comment on fait pour... Donc vraiment un truc très boîte à outils. Et la dernière brique qui est absolument essentielle, et ça c'est Basile, mais qui s'est extrêmement bien emboîté dans le truc en fait. C'est ce côté activiste euh, en, 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 sur les sujets d'environnement en ce qui le concerne.
mais activiste tout court, en fait, impact. Parce qu'en fait, on s'est assez vite rendu compte que pour attirer les meilleurs, il faut être sur ces missions-là. Climat et santé, c'est ça qui va attirer les meilleurs. Enfin, tu vois. Ça pourrait être la catchline de votre fonds, c'est Teampact, le seul fonds qui n'investit pas dans les connards. Ou un truc comme ça Ça serait ça pas peut être très une vendeur. catchline. Ce serait pas très vendeur et c'est extrêmement subjectif. C'est un connard pour, tu vois, un tel peut être un connard pour moi, aujourd'hui peut être un connard pour moi aujourd'hui, puis finalement dans un an être totalement, j'en ai vu, hein, et d'ailleurs je suis ravi quand ça arrive, je trouve que c'est un des trucs les plus cool, c'est le gars et même moi je pense que je suis un ancien connard, et j'ai pas de souci avec ça, tu vois, et je suis peut-être encore un connard et je le serai peut-être moins plus tard. Euh, la remise en question, c'est la clé. Donc, tu vois, à l'instant, en tout cas, ce que je dénonce, c'est plus l'obsession des investisseurs à filer des sommes énormes d'argent à des gens qui sont pas sains à l'instant T, pour des Pas raisons qui ça, peuvent non. être nombreuses. Et tu vois, c'est ce qu'on a chez WeWork, chez Uber, chez Theranos, chez FTX, machin. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a filé des centaines de millions de dollars à un gars qui était instable, ou à une meuf d'ailleurs. Dans ce cas-là, il y a même une meuf. C'est plus rare, mais bon, dans les gros exemples, on en a comme quoi. Euh, c'est ça, on file de l'argent à des gens qui sont instables, qui, 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 qui sont pas bien là-haut. Donc c'est pas à eux qu'il faut filer de l'argent. Ils vont faire de la merde avec et ils vont faire du mal à beaucoup de gens. Donc il faut pas leur filer. C'est ça que je dénonce beaucoup plus. Les connards, c'est subjectif, il y en aura toujours. Oui, Et je pense que beaucoup euh, se remettent en question tôt ou tard, parce que la vie te met des baffes quand même. Donc quand t'es vraiment un con, tu prends tellement baffe que j'espère qu'au bout d'un moment tu te réveilles, tu vois. j'aime beaucoup cette conclusion, éviter de donner de l'argent, trop d'argent à des gens qui sont pas sains d'esprit à l'instant T. Mhm. Je vois le temps qui file très vite, ça va être la fin, on va devoir se Oui, d'ailleurs, quitter. c'est pas De toute façon, ce qui est bien, c'est que j'ai encore plein de questions à te poser, donc je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils en ont plein aussi. ouais. Tous et toutes, vous avez écouté, merci beaucoup. Merci à toi, Romain, pour ce partage. Si vous avez des questions, la vidéo elle est sur YouTube, elle est sur LinkedIn, vous savez comment ça marche. Écrivez vos questions en commentaire. Si Romain vient pas répondre, j'irai les chercher et je le ferai répondre. J'irai chercher les réponses ou je les inventerai, je sais pas, on verra. Non, j'irai Ouais. chercher ces réponses. Merci Romain pour ton temps. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis merci à tous et à toutes et je vous dis à la prochaine. Ciao Romain. Ciao.